Le coup de tocsin. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter, directeur de la publication d'Omerta. Vous avez rencontré, interviewé, vous, Bachar al-Assad. Vous aviez d'ailleurs écrit un livre, Assad, aux éditions de La Martinière. Et encore, non, il est à sortir celui-là. Quand négocie-t-on avec le diable, où vous revenez non seulement sur cet échange-là, mais sur d'autres diables, entre guillemets, politiques. Absolument, il y en a beaucoup. Voilà, un livre à paraître chez Max Milo. Et puis, je le rappelle, Omerta est très renseigné. Vous avez publié là, pendant tout ce week-end et puis depuis vendredi des sujets autour de ce qui se passait en Syrie. Régis Le Sommier, donc on va revenir sur cette actualité. Les rebelles, comme on les nomme, ont annoncé être entrés dimanche dernier dans la capitale, Damas, après une offensive fulgurante en Syrie qui a démarré quand même depuis le 27 novembre. Et ils ont fait fuir, selon eux, le dit tyran Bachar al-Assad. Ils ont mis fin aux 5 années du règne du parti Baas. Depuis, Joe Biden s'est félicité de la nouvelle. Emmanuel Macron s'est félicité que l'état de barbarie soit tombé. Voilà. Et puis, surtout, maintenant, on fait très attention, c'est ce qu'on nous annonce, à ce que ce ne soit pas les islamistes qui prennent le pouvoir, mais heureusement, on va dire, les Américains veillent. Intéressant, tout à l'heure, on parlait de radicalité de la motion de censure. Ça, c'est une radicalité qui est inacceptable. En revanche, la radicalité islamiste paraît parfois acceptable, puisque là, on nous présente les meneurs du mouvement comme des radicaux pragmatiques. C'est le titre du Parisien. Comment vous réagissez à tout ça? Oui, en fait, c'est une phrase du Parisien tirée d'une citation de Thomas Pierret, qui est un spécialiste des mouvements islamistes et de la Syrie, mais qui est quand même très tendancieux, on dira, mais même carrément. Donc on reprend quelqu'un comme ça qui toujours essaye d'apporter sa pierre à l'édifice de la fiction des rebelles modérés, il avait fait exactement la même chose en 2011 lors de la précédente guerre, et on sait ce que ça a donné, ces rebelles modérés. Là, on voit que le Bataclan est passé par là, donc on dit rebelles djihadistes. On a une petite... alors évidemment, le Parisien ne manquera pas d'être dans la totale, dans cette espèce de lessiveuse qui vous fait de vétérans du djihad, des candidats à la nouvelle démocratie à l'œuvre en Syrie. La personnalité d'Abou Mohamed Al-Jolani, oui, puisqu'il est de lui dont il est question. Je rappelle, celui qui a pris la direction du mouvement, qui a gagné. Elle est très intéressante, et il faut revenir toujours à la genèse de ce qu'ont fait les individus dans leur vie pour pouvoir éventuellement projeter où ils veulent aller. Il est assez difficile de faire une volte-face. Tout le monde n'est pas Nelson Mandela, qui commence par des activités de terrorisme et qui finit par tenter de réconcilier tous les éléments de la société sud-africaine avec une vraie volonté d'unité. Là, ce que nous dit Jolani, c'est il nous propose un programme inclusif, on va dire, qui ferait de la protection des minorités et de leur maintien dans la société syrienne une sorte de pierre angulaire de son programme. Dont les chrétiens, il a cité. Oui. Les chrétiens, il a eu dès Alep, d'ailleurs, il y a eu des édits publiés, des déclarations d'Ayat Tahrir al-Sham expliquant qu'Alep était leur ville aux chrétiens. C'est vrai qu'il y a environ 25 000 chrétiens encore à Alep, et que d'ailleurs depuis, il faut reconnaître que la gestion d'Alep pour le moment se fait sans accroc. Les messes sont célébrées, elles sont autorisées. Il y a effectivement la nouvelle administration qui se met en place. Je vous parle d'informations qu'on a de Alep, de gens qui sont restés sur place, et que tout se passe pour le mieux pour le moment, ce qui n'est pas le cas à Damas, où la chute de Bachar el-Assad, évidemment, a un tout autre écho, avec déboulonnage de statues, tirs dans les rues en l'air, etc., ce qu'on appelle les celebratory gunfire, comme disent les Américains, où on voit ces gens avec leur Kalachnikov en train de tirer en l'air de joie. Mais à Damas, il y a eu quelques pillages, il y a eu notamment autour des lieux chiites, parce que c'est ça le vrai problème. Pour des personnages du pédigré de Jolani. Pardon, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse son pédigré. Alors, justement, j'allais y venir. Mais
Ça pour dire que les chiites, c'est l'ennemi principal, l'hérétique à la base, pour ce qu'on appelle les takfiris, c'est-à-dire les radicaux islamiques sunnites. Donc Jolani, si vous voulez, c'est quelqu'un qui vient d'une famille bourgeoise assez aisée de Damas, qui connaît d'ailleurs parfaitement les codes de la société damassène, et encore aujourd'hui, et donc qui, à partir du 11 septembre, décide, parce que la Syrie manipule beaucoup à l'époque les djihadistes pour les envoyer en Irak, de façon à déstabiliser les Américains en Irak, à faire gagner en ampleur l'insurrection qui naît donc en 2003, enfin 2003-2004. Les Américains sont face à ce mouvement qui se dresse contre eux. L'idée pour la Syrie est de se préserver parce que, vous savez, à l'époque, on parle de la théorie des dominos. C'est après, on va envahir l'Irak, ils vont envahir la Syrie, et ainsi de suite, jusqu'à imposer la démocratie au Moyen-Orient. Donc, avec le succès qu'on lui connaît. En tout cas, c'était les préceptes des néoconservateurs à l'époque et de certains patriotes américains, des Rumsfeld, des Cheney, etc. Pardon, excusez-moi. En tout cas, on a vu que le post-Saddam Hussein était très glorieux en termes de démocratie. Mais Jolani a un rôle absolument essentiel dans ce qui va se passer, puisqu'il va être en prison, il va rencontrer Abou Bakr al-Baghdadi, le futur calife de l'État islamique, et ensemble et avec d'autres, ils vont faire un plan véritablement. Ils se réunissent à Camp Bouka, qui est le grand camp dans lequel les Américains ont à peu près 10 000 prisonniers. Ces prisonniers, en fait, vont devenir, ça va être ce que le général Petraeus a appelé, en critiquant cette gestion des lieux carcéraux en Irak, des véritables incubateurs du djihad. Et donc, étant en prison, ayant le temps, ayant la faculté de se réunir avec une barrière de la langue qui leur sert par rapport à leur geôlier américain, ils vont préparer le plan d'attaque de l'État islamique, comment l'État islamique va se répandre, et Jolani fait partie prenante complète de cette expansion, puisqu'il est syrien et que Baghdadi va le missionner pour aller en Syrie, implanté. Et ce qu'il va faire, Jolani, avec son groupe, parce qu'il est on est dans une recherche d'alliance, il va conquérir la ville de Raqqa, qui va devenir plus tard la capitale de l'État islamique. Ce qui va se passer, c'est que le désaccord va vite poindre avec Baghdadi, pas du tout sur des questions de méthode ou de cruauté ou d'utilisation du terrorisme, etc. Ça, il adhère totalement à ça, mais c'est une question de perspective. Jolani, il faut le reconnaître par rapport à la situation aujourd'hui, a toujours eu une vision nationaliste syrienne, c'est-à-dire, à la différence du califat, il n'a pas pour but de s'étendre dans le monde entier, de regrouper tous les fidèles et que l'islam, leur forme d'islam triomphe sur terre. Donc lui, il voit une vision plus nationaliste, un peu à la manière des talibans, qui n'ont pas de souhait d'étendre leur mouvement, mais qui veulent régner sur leur terre. Et donc Jolani va participer à tous les combats, donc en tant que djihadiste combattant, avec comme objectif d'abattre le régime de Bachar el-Assad, mais également avec le Front al-Nusra aura des contentieux avec d'autres groupes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de la guerre syrienne, au bout des 10 ans de guerre, eh bien, Jolani va se retrouver à la tête d'un mini-émirat qu'il va imposer, mais qui est le réceptacle de tous les groupes radicaux qui sont chassés par Assad au moment de la reconquête de son pays. Assad et les Russes organisent par bus, moi j'ai assisté à ça au moment de l'épisode de la Routa en avril 2018, où les enclaves rebelles sont vidées de leurs combattants, parce qu'il y a un accord qui est passé entre les combattants et l'armée russe et l'armée syrienne via les Russes, qui sont très actifs, pour envoyer tous ces combattants dans la province d'Idlib. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Jolani accueille une myriade de groupes qui vont des plus radicaux. Il y a un groupe qui s'appelle Ouras al-Din, lui-même a depuis longtemps fait sécession par rapport à Al-Qaïda, donc il s'est écarté, ça c'est vrai, d'Al-Qaïda, mais il y a Ouras al-Din, par exemple, qui est un petit groupe, qui est toujours inféodé à Al-Qaïda. Vous avez aussi le groupe d'Omar Homsen, qui est un djihadiste niçois, donc un groupe de Français ultra radicaux, qui au départ, à l'époque, étaient rattachés au Front al-Nusra, ont pris un peu leur autonomie, aujourd'hui sont très proches des Ouïghours,
Donc vous avez les Ouïghours chinois, vous avez les Ouzbeks, vous avez une myriade de radicaux dont finalement la préoccupation principale n'est pas que la Syrie devienne un pays démocratique, vous voyez. Donc voilà. Donc si vous voulez, dans le bagage de Jolani arrivant à Damas, il y a tout ça. Si vous ajoutez à ça l'ouverture des prisons où un certain nombre de combattants vont retrouver leurs amis d'antan, et puis un certain nombre de radicaux vont être libérés. Il y a des gens qui ont été libérés, des prisonniers politiques qui étaient là depuis 20, 30 ans dans les geôles de Bachar al-Assad, mais il y a aussi des terroristes qui tout à coup, que ce soit la prison de Homs, celle de Sednaya à côté de Damas ou celle de Hama, eh bien, retrouvent la liberté et retrouvent leurs habitudes d'antan. Alors tout ça se balade actuellement en Syrie, avec la crainte aussi, puisque actuellement il y a des combats avec les Kurdes. Ça, c'est un élément qui risque de poser problème, parce que l'intervention sous la coupe d'Erdogan, eh bien, elle implique d'aller faire affaiblir le mouvement kurde ou de le faire reculer des frontières de la Turquie. C'est un des objectifs d'Erdogan, et donc ça veut pas dire qu'on est dans une inclusion. En tout cas, les Kurdes n'ont pas l'air de faire partie de ce projet. Donc voilà. Donc si vous voulez, on arrive avec quelqu'un qui a des déclarations qui ressemblent un petit peu à celles des talibans quand ils sont arrivés au pouvoir. Vous savez, on parlait de talibans inclusifs à l'époque. C'est vrai. Jean-Yves Le Drian disait oui, il y aura peut-être vont-ils prendre je crois que c'est des éléments d'opposition. Quelqu'un avait émis l'idée que les talibans pourraient peut-être prendre une femme même dans leur... vous voyez, donc on avait fait des talibans une sorte de... faut oublier ce qu'on a été. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus discuter entre elles ou écouter de la musique. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre. C'est très très intéressant. Merci pour ce rappel. Plusieurs considérations, et si vous pouvez répondre rapidement, parce qu'on est déjà en retard sur le programme. Alors, d'abord, cette notion en effet d'analyse par l'Europe de la radicalité des uns et des autres, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter totalement avec ça, parce que finalement on se rend compte qu'à chaque fois dans l'erreur, et à chaque fois les mêmes en plus qui ont des étiquettes radicales compatibles un jour deviennent ou pragmatiques comme on dit maintenant, et puis le radical djihadiste, parfois ce sont les mêmes qui en fonction d'un pays ou de l'autre sont rejaugés. Enfin, est-ce qu'on n'est pas complètement incohérent là-dessus? D'ailleurs, je rappelle quand même que l'assassin de Samuel Paty était admirateur de notre Mohamed Al-Joulani, qui est présenté comme présentable aujourd'hui. Oui, non, mais bien sûr, c'est toujours le djihad à géométrie variable, mais surtout, qui est quand même assez effrayant, c'est qu'on a connu le Bataclan. Et les origines du Bataclan, c'est quand même la ville d'Al-Bab en Syrie, dans laquelle Adnani, qui était le numéro 2 de l'État islamique à l'époque, avait fondé un bureau des affaires extérieures, c'était un bureau de recrutement pour projeter des attentats dans divers pays. Et c'est là qu'ont été recrutés tous les protagonistes de la cellule Bruxelles-Paris, en fait, ceux qui ont fait ces deux énormes attentats, notamment donc celui du Bataclan. Voilà, ils ont fait leur déclaration, d'ailleurs, la plupart, on a oublié ça, mais sur une base qui est la base de la division 17 au nord de Raqqa, à l'époque, oui, on les voit en djihadistes, avec des prisonniers, exécutant des prisonniers, se montrant et expliquant leurs gestes, pourquoi ils allaient attaquer l'Europe. Tout ça est quand même est un peu parti avec l'eau du bain, je trouve. Quand j'entends certaines déclarations, je prends juste un exemple. Hier, un chercheur, politologue, Antoine Basbous, je ne sais pas exactement, je crois qu'il est d'origine libanaise ou syrienne, était invité sur France Info. Et quand on lui a posé la question sur Jolani, il a dit oui, il a été proche d'Al-Qaïda, mais il s'en est écarté. Tout l'aspect Baghdadi, califat, etc. n'existe pas. Donc c'est vraiment le premier processus pour le rendre respectable. La prochaine étape, c'est quoi, de le recevoir sur le parvis de l'Élysée. Enfin, je veux dire, voilà, on est quand même, il faut quand même un peu alerter là-dessus. Certains en sont conscients. Hein, il y a certaines personnes, Éric Ciotti, j'ai vu quelques Jordan Bardella et autres. Il y a la question du phénomène migratoire aussi, des vagues migratoires qui peuvent recommencer à partir de la Syrie en fonction de l'évolution des événements, parce que on n'est pas à l'abri d'un scénario à la libyenne pour la Syrie, c'est-à-dire avec une sorte d'éclatement des zones d'influence, des diverses confessions, et un pays qui ne fonctionne plus. Voilà. Et il y a la question, mais on la posera une autre fois, merci beaucoup Régis Sommier, la question aussi des rôles que vont jouer les différents pays autour et comment chacun essaye de tirer parti de ce qui se passe en ce moment, ou
comment chacun a pu participer, même. Voilà, exactement. À ce qui se passe en ce moment. Mais c'est une vaste question qu'on abordera une prochaine fois. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Je rappelle ce livre, Assad, aux éditions La Martinière. Et puis, Quand négocie-t-on avec le diable, aux éditions Max Milo Suissi, est à paraître. Et puis surtout, vous êtes directeur de publication d'Omerta, qui travaille beaucoup sur le sujet, donc à retrouver sur le site d'Omerta. Merci Régis Le Sommier.